Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une affaire criminelle. J'aime bien de temps en temps faire ce type d'affaires, j'espère que vous appréciez également ce type de vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je fais les petites annonces. J'avais notamment annoncé en avance le décor, ce nouveau décor que j'aime beaucoup. Et j'espère d'ailleurs que vous l'appréciez aussi. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire tragique de Brian Ruff. Brian est né le 12 août 1969. Il travaillait en tant qu'agent de sécurité à Salt Lake City, dans l'Utah. Il était marié à une femme qui s'appelait Jennifer, et ensemble ils avaient une petite fille âgée seulement de 15 mois. Ils avaient prévu d'avoir un autre enfant, qui était d'ailleurs en cours de route. En plus de son travail d'agent de sécurité, Brian faisait des cours pour avoir un diplôme dans le domaine de la médecine. Brian travaillait beaucoup, que ce soit pour ses études ou dans son travail, et Jennifer, elle, était assez anxieuse vis-à-vis de leur situation financière. Et du coup, cette situation assez complexe faisait que Jennifer avait peur de devoir retourner vivre chez ses parents. Brian, lui, a décidé de saisir toutes ses chances pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Le 10 décembre 1991, Brian est porté disparu. La police de Salt Lake City se sont rendus sur le dernier lieu où Brian a été vu, ou en tout cas on a retrouvé la dernière trace de son passage, c'est-à-dire sa voiture, et son repas de midi, lui, avait été laissé à son bureau. Ce jour-là, il avait beaucoup neigé, et bien que la neige laisse des empreintes quand on marche dedans, il n'y en avait aucune près du bureau de Brian ou près de sa voiture. C'est comme si Brian en soi s'était volatilisé dans l'air. Alors que la police est en train d'enquêter au bureau de Brian, ils reçoivent un appel de sa femme Jennifer. Elle dit qu'elle a vu Brian pour la dernière fois à 18h30. Brian avait raccroché lorsqu'un de ses collègues était arrivé, et donc il allait retourner travailler. Mais peu après, la police a reçu un appel étrange. L'appel d'une femme qui prétendait être Jennifer, alors que ce n'était clairement pas elle. Cette femme était nommée Christy Bradley. C'était l'épouse du fameux collègue de Brian, qui s'appelait lui Dale Bradley. Donc là, la police sent qu'il y a quelque chose à creuser. Les enquêteurs se rendent donc au domicile de Dale et Christy, et ils interrogent Christy qui indique qu'elle est devenue plutôt bonne amie avec Brian, depuis qu'elle a apporté une fois le déjeuner de son mari au bureau des agents de sécurité. Ils ont échangé, le courant est bien passé, donc ils sont devenus bons amis à tel point qu'ils avaient tendance à s'appeler plutôt régulièrement au téléphone. Le jour de la disparition de Brian, Christy dit qu'elle est restée chez elle seule toute la journée, et Dale lui a dit qu'il ne s'est pas rendu au bureau et qu'il était parti faire des courses. Et que malheureusement, sur le trajet, sa voiture est tombée en panne, il a donc dû appeler un ami pour venir le récupérer. On avance un petit peu dans le temps. De 5 jours, Jennifer fait une découverte qui va l'attrister au plus haut point. Cette découverte, c'est que Brian avait une liaison. Cette découverte, elle l'a faite en trouvant des relevés téléphoniques, des factures de carte de crédit qu'elle ne connaissait pas, et en analysant un peu le tout, elle se rend compte qu'en novembre, plus tôt, Brian s'était rendu à Las Vegas avec Christy. Donc, elle soupçonne fortement que la liaison extra-conjugale que Brian avait était avec Christy, celle qui prétendait simplement être une bonne amie de la personne disparue. Et en repensant un peu à tout ça, Jennifer se rappelle que à la période où Brian est revenu de son voyage à Las Vegas, il était assez froid, assez distant. Dans sa tête, tout prend sens. Elle arrive maintenant qu'elle a ces informations-là à comprendre le comportement de Brian à certaines périodes. Jennifer donne toutes ces informations à la police. La police se retrouve devant les mêmes conclusions, donc les enquêteurs décident de réinterroger Christy. Parce que sachant qu'elle n'a pas dit toute la vérité sur ses relations avec Brian, peut-être qu'elle aurait omis de dire autre chose qui pourrait aider à faire avancer l'enquête. Christy va avouer, non pas d'avoir fait quoi que ce soit à Brian, mais qu'elle avait bien une relation avec le disparu. Elle dit qu'elle a toujours trouvé Brian très attirant, que ça s'est fait comme ça sans prévenir, et que cette liaison extra-conjugale lui permettait de se sentir en quelque sorte libérée parce que son mari, Dale, était quelqu'un d'assez autoritaire. Et ça ne collait pas avec le tempérament de Christy, qui elle était quelqu'un qui avait besoin d'avoir sa propre vie, de voler un peu de ses propres ailes. Non pas que c'était quelqu'un qui voulait toujours batifoler, mais Dale était quelqu'un qui voulait toujours la contrôler. Donc cette liaison avec Brian lui donnait le sentiment d'être un oiseau hors de sa cage. La police est assez mitigée vis-à-vis de tout ce que dit Christy. Donc les enquêteurs vont faire passer au détecteur de mensonges Dale et Christy. Les deux répondent correctement aux questions, il n'y a aucune anomalie dans les résultats du test. Dale affirme que lui n'avait aucune connaissance de l'affaire de la disparition de Brian ou quoi que ce soit, il ne s'y est pas intéressé plus que ça. Donc là, la police commence un petit peu à sécher.
En plus de ça, on ne sait pas ce qui est arrivé à Brian. Dans cette affaire-là, pour le moment, on n'a pas retrouvé un corps qui permettrait d'indiquer qu'il y a eu un meurtre. On a simplement une disparition, donc on a toujours la théorie qui est que Brian est peut-être parti de lui-même. Peut-être qu'il s'est dit « j'ai trompé ma femme, ça peut pas durer comme ça », il a honte de lui, il décide de s'en aller. Mais une autre théorie encore vient se présenter sur le bureau des enquêteurs. Brian était agent de sécurité pour une société qui travaille dans les mines. Et il se trouve que, plus tôt, avant la disparition de Brian, à une autre période, le patron de la société s'était plaint que des métaux avaient été volés et revendus dans un autre magasin, une affaire de vol dans l'entreprise, mais en soi, là où c'était compliqué, c'est que les personnes qui avaient volé ces métaux, eh bien, ils s'étaient fait un petit pactole, ils s'étaient fait au moins 150 000 $. Les voleurs étaient des agents de sécurité qui ont été arrêtés, et il se trouve que le timing est assez particulier. Vous allez comprendre. L'affaire du vol a eu lieu avant la disparition de Brian, mais l'arrestation des deux agents de sécurité a eu lieu après. Et il se trouve qu'un des agents de sécurité voleurs est rentré dans le bureau des agents de sécurité peu de temps avant la disparition de Brian. Donc, la théorie qui vient se présenter devant les enquêteurs, c'est que Brian a peut-être été témoin d'un autre vol, et donc un agent de sécurité, pour le faire taire, aurait décidé de le tuer pour ne pas être incriminé par rapport à ça. Néanmoins, rapidement, avec une enquête approfondie dans ce sens-là, il est avéré que, en fait, pas du tout. Cette théorie ne tient pas la route. En juillet 1993, des randonneurs trouvent des restes humains dans un camping qui se trouve à environ 30 minutes de là où travaillait Brian. Une analyse scientifique est réalisée, et malheureusement, on arrive à associer ces restes-là à Brian. On retrouve également son uniforme et son portefeuille. Donc on arrive à conclure, suite à cette découverte sinistre, que Brian a été assassiné alors qu'il était toujours en train de travailler. Les analyses du médecin légiste ont permis de montrer que Brian avait reçu 5 balles et qu'ensuite on avait enterré partiellement son corps dans le fameux camping. Les enquêteurs se sont rendus sur la scène de la découverte du corps, ils ont retrouvé des douilles, mais l'arme du crime, elle, n'a jamais été retrouvée. On a amené un chien pour essayer de retrouver d'autres indices, et mis à part une botte qui appartenait bien à Brian, rien d'autre n'a été trouvé. Donc encore une fois, les enquêteurs n'arrivent pas à démêler d'autres fils pour pouvoir avancer sur ce mystère, à tel point que pendant 14 ans, l'affaire concernant maintenant le meurtre de Brian n'a pas été résolue. Mais c'est en 2005 qu'il va y avoir du nouveau. La police d'un autre comté contacte la police de Salt Lake City pour dire qu'ils sont en pleine enquête sur Dale Bradley concernant le meurtre de sa seconde épouse. Parce qu'il s'est remarié après s'être séparé de Christy, parce qu'évidemment avec l'enquête il a compris que Christy l'avait trompé. Et donc dans cette nouvelle enquête, Christy est de nouveau interrogée, et cette fois-ci elle va dire quelque chose qu'elle n'avait pas dit aux enquêteurs quand elle les avait vus auparavant. Elle a dit qu'au moment de la disparition de Brian, elle a vu Dale nettoyer sa voiture et plus précisément le coffre, ce qui était en soi assez atypique parce que Dale était quelqu'un d'assez négligent et il nettoyait jamais sa voiture. Donc pourquoi là il se serait mis à le faire et pile poil à ce moment-là? La police décide de réexaminer certaines preuves, notamment la botte de Brian qui avait été trouvée, et ils trouvent une tache orange sur celle-ci. Et devinez de quelle couleur était la voiture de Dale Bradley. Je vous le donne en mille, elle était orange. Une nouvelle théorie se présente maintenant sur le bureau des enquêteurs, c'est que Brian était enfermé dans le coffre du véhicule de Dale Bradley et qu'il aurait mis de la peinture sur sa chaussure alors qu'il essayait de s'en enfuir. Malheureusement, on n'a pas pu faire plus d'analyses que ça concernant le fameux véhicule, parce que Dale Bradley l'avait vendu et la personne qui l'avait acheté avait revendu encore une fois le véhicule pour de la ferraille. Néanmoins, la police avait quand même certaines preuves qui s'étaient trouvées dans la voiture de Dale Bradley. Ils avaient un peu récupéré diverses choses et ils ont comparé donc la peinture sur la chaussure ainsi que la peinture qui se trouvait sur les éléments qui avaient été trouvés, et la peinture était bel et bien identique. Non pas que c'était juste la même couleur, le transfert s'était fait aussi de la même source, soit du véhicule de Dale Bradley. On approche maintenant de la résolution de cette enquête, avec cette ultime preuve qui permet d'arrêter Dale Bradley pour meurtre. Ce qu'on pense, c'est que Dale avait de très forts soupçons concernant la relation entre Brian et Christy, soit il avait des forts soupçons, soit il avait carrément des preuves que sa femme le trompait. Et comme Christy l'a dit, Dale était quelqu'un d'autoritaire. Et voir que sa femme échappait à son contrôle à cause, selon lui, de Brian, c'était quelque chose d'insoutenable. Et pour lui, la seule manière de résoudre ce problème, c'était d'enlever une partie de l'équation, qui était Brian. Dale, qui travaillait dans la mine, devait certainement connaître les horaires de travail de Brian. Il l'aurait attiré dans son véhicule, probablement sous la menace d'une arme à feu, celle qu'il a utilisée pour l'abattre. Il l'aurait emmené ensuite dans un endroit isolé,
Une fois arrivé là où il voulait assassiner Brian, il lui a fait enlever ses chaussures pour qu'il ne puisse pas courir à cause de la neige. Il lui a tiré dessus et ensuite il l'a laissé pour mort dans une tombe qu'il avait creusée mais qui n'était pas très profonde. D'où le fait qu'on a retrouvé les restes plutôt facilement. C'est en janvier 2007 que Dale Bradley a plaidé coupable de meurtre involontaire, mais également pour enlèvement, et il a écopé de 40 ans de prison. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire vraiment très triste pour Brian. Je trouve, après c'est mon avis personnel, que au vu des différents éléments que j'ai pu voir par rapport à la source que j'ai utilisée, que c'est pas si cher payé que ça, avoir 40 ans de prison. Pour moi, il aurait dû avoir de la prison à vie. Au vu des éléments qu'on a, après vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi il avait clairement intention de nuire à Brian. Ce qu'il a fait, c'était volontaire, c'était prémédité, donc pour moi, quand on enlève la vie d'un homme de cette manière-là, je parle pas d'un accident forcément de la route, où c'est vraiment, on parle d'accident, mais pour moi là, on devrait avoir une sentence à vie. Après, évidemment, je ne suis pas juge, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas eu dans mes sources qui ont fait que la peine a été réduite, je sais pas du tout. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Encore une fois, ce genre d'affaires, je le répète et je le répète, mais c'est toujours assez triste. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je vais avoir besoin de vous prochainement pour un concept de vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!